Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord remercier pour recevoir ce prix. C'est la deuxième fois que je reçois un prix ici à l'Académie de médecine. Cette fois-ci, pas pour un travail de mon PhD, mais pour un tout à fait autre travail. Donc il s'agit en fait d'une revue systématique sur les applications cliniques des modèles tridimensionnels par la technologie de prototypage rapide dans la chirurgie crânio-maxillofaciale, ainsi que de 3 exemples cliniques que nous avons également publiés. Je vais présenter juste faute de temps 2 exemples cliniques ici. Donc en ce qui concerne cette revue systématique, c'est donc d'un auteur qui a revu donc extensivement le PubMed Medline avec les limites qui étaient l'anglais, les études humaines, avec abstract et sans limite au niveau du temps. Nous avons trouvé 573 papiers et 96 ont finalement été sélectionnés avec des critères d'inclusion et d'exclusion. Il s'agit en fait de la technique de prototypage rapide. C'est une technique donc, où le modèle est bâti couche par couche à partir de l'imagerie médicale, que ce soit scanner, que ce soit la résonance magnétique ou autre chose, par des machines spécifiques qui coûtent vraiment très cher. Donc il y a globalement 5 techniques. La stéréographie, vous voyez le nombre de papiers qui ont été publiés sur cette technique-là. Le Selective Laser Sintering, l'impression 3D, et puis enfin le Fused Deposition Modeling et Polyjet. Le gros problème de tous ces papiers, ce sont des case reports et des case series. Il n'y a même pas, tous les papiers, il n'y a même pas un RCT qui ait jamais été réalisé dans le domaine. Donc ça nous incite dans le futur à réaliser aussi donc un RCT pour prouver donc vraiment l'utilité de toutes ces techniques. Donc les applications cliniques sont vraiment multiples et globalement ça améliore le diagnostic, la qualité de nos diagnostics de tous les jours quand on regarde ces modèles, quand on les a en main. Améliore aussi la simulation et le planning préopératoire pour les chirurgiens maxillofaciaux. Il est possible de réaliser sur ces modèles des guides chirurgicaux et donc de transférer le planning préopératoire vers la salle d'opération, ainsi que également d'améliorer les aides à l'orientation de différents instruments chirurgicaux. Ça peut améliorer aussi donc l'explication aux patients de différentes options chirurgicales pour qu'ils puissent comprendre, il ou elle, comprendre aussi les limites actuelles de la chirurgie et que tout malheureusement n'est peut-être pas possible anatomiquement et pour le bien du patient. Un élément positif, je pense, c'est aussi d'expliquer donc les différentes techniques aux assistants, de leur expliquer aussi les techniques, qu'est-ce qu'on va faire en salle d'opération. Ça aide à l'éducation. Les gros problèmes de toutes ces techniques, donc, ce sont les coûts des machines, donc qui sont vraiment exorbitants. C'est pour ça que sur le marché belge, sur le marché européen, il y a des firmes qui vraiment monopolisent le marché, comme la stéréographie avec une firme belge Materialise. Et donc, si la firme monopolise le marché, alors là, donc, les coûts sont vraiment très importants. Il y a aussi un temps, donc le temps de la production, de la fabrication des modèles. La technique la plus rapide, c'est l'impression 3D, aux alentours de 4 heures pour avoir un crâne. Les autres techniques, c'est jusqu'à 24 heures de fonctionnement de la machine. Donc les coûts pour les modèles, la stéréographie, ça coûte quand même 2000 € pour un modèle, pour un patient. Du coup, alors on doit limiter ceci, donc n'est pas remboursé par aucune des mutuelles, ni par le système INAMI. Donc ça reste alors pour des cas vraiment complexes, difficiles, pour des craniosténoses. Alors ça reste alors au niveau des centres universitaires, ce n'est pas du tout démocratique. Et alors aussi il faut une équipe multidisciplinaire, ça veut dire des ingénieurs, des informaticiens, des technologues, et le chirurgien, je dirais, il joue un rôle secondaire. Alors maintenant, donc deux exemples pour être rapide. Le premier exemple, c'est dans la chirurgie orthodontique, donc la modification du visage des patients. Donc il s'agit ici d'un patient qui en fait souhaitait une modification de son profil. Il a déjà eu un traitement orthodontique, donc une modification de la position dentaire. Il ne voulait pas une modification donc de ne pas bouger le maxillaire ni la mandibule. Tout ce qu'on pouvait lui proposer, c'est modifier la position de son menton, ça s'appelle donc la génioplastie. Et donc nous avons ici utilisé donc cette technique avec une impression tridimensionnelle, un modèle 3D, donc qui est en fait multiposition, une position de départ, une position définitive. Tout ceci a été donc calculé avec des logiciels qui, vous pensez bien, ne sont pas non plus donnés, donc on les achetait.
Et donc la position donc, de départ, là on peut donc, ce sont les tracés des lignes d'ostéotomie, et la position d'arrivée, sur la position d'arrivée on peut préplier les plaques en titane qu'on va ensuite stériliser, et sur la position d'arrivée on détermine aussi où sont les trous pour les vis. Et ensuite on remet le modèle dans la position de départ, donc les trous se mettent ailleurs, sur ce modèle de départ avec les points qui sont placés un peu ailleurs, on peut développer donc un guide qui est donc guide acrylique, donc ça coûte pas cher. Et donc en fait ce qu'on fait, c'est au niveau de l'opération, on fore d'abord les trous avant de couper. Et donc on fait vraiment l'inverse de ce qu'on fait actuellement, on coupe d'abord et puis ensuite on visse. Donc d'abord on met les trous, on a les plaques prépliées, donc, et ensuite on fait comme une technique Lego, et donc on gagne vraiment un temps aussi très important, et il n'y a pas de stress, tout est contrôlé, et il y a des limites aussi de vérification par rapport au nerf mentonnier, tout est préparé. Et donc ce que vous voyez ne sont pas des simulations, ce n'est pas du virtuel, ce sont des visualisations du patient pré- et post-opératoire, et donc on a atteint la modification souhaitée par le patient. Donc ça c'est un papier qui était aussi publié. Donc ça c'est le deuxième papier ici. Donc ici en fait le modèle nous a servi en fait pour aider à guider le geste chirurgical pour un geste quand même qui peut être vraiment très lourd de conséquences. C'est au niveau d'une opération de l'effort 3 pour un patient avec une craniosténose, un syndrome de Appert, il faut vraiment déplacer la partie médiane de la face. Et c'est au moment donc on doit faire la disjonction fronto-ethmoïdale vomérienne. Et donc, si on met mal l'instrument, l'ostéotome, et si on frappe, on peut rentrer dans la base du crâne du patient, ce que vous pensez bien d'une conséquence tout à fait gravissime. Si on part sur le côté, ça peut donner donc des saignements très importants. C'est pour ça que ce geste, il fait vraiment en dernière minute et tout à la fin. Et bon, ceux qui croient, ils prient, et les autres, ils font comme ils veulent. Et donc, c'est vraiment dangereux. Et donc, nous avons proposé en fait donc, ce guide qui est fait à partir donc, d'un modèle tridimensionnel. Le guide est vraiment de nouveau en acrylique, donc ça coûte vraiment pas cher non plus. Et donc, ce guide permet de bloquer l'ostéotome dans la position donc, antéro-postérieure et latérale, et avec juste un alcool pen, donc on mesure la profondeur de ce guide et on transmet ces informations aux salles d'opération. Et cette fois-ci, je dirais au bout de 30 ans, il n'y a pas eu de stress dans la salle d'opération. Pensez bien, pour faire ce genre d'opération, ce ne sont pas des cas fréquents. Donc pour faire une étude avec plusieurs cas pour le prouver, il faut peut-être attendre 20 ans. Donc si on a tous les 5 ans un cas complexe, pour en avoir 5 ou 10, ben, il faut 20 ans pour prouver que cette technique est fonctionnelle. Et de nouveau, c'est une innovation à un point, mais qui a été, je dirais, bien acceptée par la communauté des chirurgiens crânio-faciaux. Au niveau des conclusions, il y a donc toujours place à l'innovation dans ce domaine, même s'il y a eu peut-être donc 80 idées, il y a toujours place d'avoir des nouvelles idées. C'est sûr qu'il faut maintenant quand même développer donc un randomized control trial pour prouver l'utilité ou la non-utilité donc de ces techniques dans la chirurgie maxillofaciale. Donc comparer des groupes où on fait 5 modèles avec des groupes où on fait 100 modèles, toujours le même chirurgien, la même opération ou quelque chose de plus standardisé. Il faut penser à développer des méthodes qui sont plus cost-effectives, donc pas de machines qui coûtent 200 000 à 500 000 euros comme dans laser sintering, pas de logiciel où il faut vraiment une équipe, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche du chirurgien. Ça, alors c'est possible la révolution est quelque part en cours. Grâce à la Fondation Saint-Luc et grâce au fonds de M. Rechler, nous avons pu avoir pour notre laboratoire de chirurgie maxillofaciale la première machine en Belgique et je pense aussi en Europe, donc une impression papier 3D. Donc j'ai amené un modèle ici, donc après la séance, si quelqu'un est intéressé, je peux montrer vraiment parce que sinon on ne peut pas vraiment croire. Ce n'est pas du déjà vu, c'est la première fois que vous verrez quelque chose comme ça. Et donc c'est fait à partir du papier A4. C'est comme entre guillemets une photocopieuse, mais en fait c'est un système qui vous produit en 3D le modèle du crâne. Nous, notre idée, c'est pas seulement utiliser le papier A4 qui vient donc de la librairie, mais c'est d'utiliser le papier qu'on jette chaque jour dans notre hôpital, de l'archivage sur des documents sur lesquels on écrit, parce que tant que c'est pas noir de deux côtés, alors la colle prend, et donc de réduire, je dirais, à néant le coût et de détruire en fait le monopole de certaines firmes belges définitivement pour le mieux pour nos patients en fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention.